Alors, je vous laisse avec François Chartrand. Je vais vous expliquer ce soir quelque chose de bien important. C'est la volonté. La volonté de l'être humain qui actualise son intelligence, qui fait de lui un être capable de surmonter des obstacles. Que leur intelligence s'actualise à partir du moment où ils prennent responsabilité, où ils assument ce qu'ils sont. C'est-à-dire un être qui est habité par une soif de liberté incommensurable. C'est ce que ça veut dire, le fleur de lys rouge, dans un fond noir. C'est l'homme seul avec lui-même, dans sa souffrance. Il essaie de comprendre pourquoi il est là, puis c'est quoi le but. L'homme, c'est la jonction de deux extrêmes. Et entre ces deux extrêmes-là, il y a tous les niveaux de la réalité. Quand l'homme aura compris ça, il va sentir la liberté en dedans de lui, il va se calmer. Puis c'est pour ça que je vais vous raconter l'histoire de mon père, parce que c'est l'histoire d'un petit gars qui vient d'une ville, dans le nord de l'Ontario, une petite ville minière. Il n'y avait pas grand-chose là. C'était la grosse misère. C'était un francophone, puis il était considéré comme une sous-classe, comme les Indiens. Et puis il était condamné, ces familles-là, à vivre dans la misère. Travailler dur pour pas grand-chose. Et puis vous le voyez là, avec la cravate dans le milieu, là. C'est un petit bonhomme insignifiant qui va devenir quelqu'un de très important. Et vous avez encore à comprendre c'est quoi son importance, parce que son histoire n'a pas été enseignée aux Québécois, parce que les Québécois sont soumis. Ils ont peur d'eux-mêmes, donc ils ont peur de connaître c'est quoi la volonté, d'affirmer son droit. Envers et contre tous, peu importe. Sans peur et sans reproche, c'est la devise des chevaliers que vous allez voir plus tard. Dans sa petite ville natale, dans la cour d'école, il y a beaucoup d'intimidation parce qu'il fait partie d'une minorité. Puis c'est un monde très dur dans l'hiver, le climat très difficile. Puis les anglophones ont le contrôle. Puis ils vont le terroriser, ils vont lui faire très peur. Puis très jeune, il va apprendre ce principe-là de la volonté. Parce que la seule façon qu'on peut se libérer de la peur qui nous paralyse, c'est par l'action. Alors lui, il est devenu un justicier dans le cours d'école. Il a compris qu'il pouvait se défendre. Alors il a appris à se servir de ses poings. Puis il a dit à tout le monde, moi je suis un boxeur. Mais finalement, il a fallu qu'il devienne boxeur parce qu'il disait ça à tout le monde. Mais ses parents ne voulaient pas qu'il apprenne la boxe. Ça fait qu'il est obligé de se sauver pour aller au gymnase. Puis c'est comme ça qu'il est devenu un boxeur. Et de cette façon-là, il a appris à se défendre. Mon père, c'est un homme de paix. Je le connais très bien, je l'ai connu toute ma vie, puis ça a toujours été une personne qui est très fiable à ce niveau-là. Il cherche toujours à harmoniser les choses, c'est quelqu'un qui veut la paix, il ne voulait pas se battre. C'est une différence entre être un agresseur puis prendre le droit de se défendre. Si on est attaqué, on a le droit de se défendre. Si on comprend la valeur qu'on a, qui on est, bien là, on est en droit de se défendre, puis on est capable d'affirmer son droit. Puis ça, c'est pas de l'agressivité. Lui, il va la subir, l'agressivité, puis il va enseigner aux gens autour de lui comment s'en protéger. Donc, l'idée, c'est de se protéger de l'agressivité. Il s'est dit, je suis en minorité, puis je me bats à contre-courant. J'ai besoin d'apprendre à vivre avec des gens qui me respectent. Alors, il va partir pour Montréal à 18 ans. Et à partir de là, l'aventure commence, parce qu'il arrive dans la grande métropole et il devient un boxeur populaire. Et réussit dans le boxe. Parce qu'il est très courageux. Il a compris que, puis il m'a toujours enseigné ça, ce que les gens ne comprennent pas, là, c'est que la boxe, c'est basé sur la défensive. Un homme brutal, un homme violent, un homme agressif, c'est pas un bon boxeur. Un bon boxeur, c'est un homme intelligent qui contrôle ses émotions et qui a la force de faire face à son adversaire sans la peur. Il affirme sa volonté. Puis c'est une question de retenue, c'est une question de stratégie, c'est une question d'avoir le contrôle de ses émotions. Ça prend une intelligence supérieure pour être un grand boxeur. C'est pas une question de gros bras puis de vouloir se battre. C'est une question d'apprendre à se défendre. Mon père va toujours insister là-dessus toute sa vie. Il a toujours dit qu'il fallait se défendre. Moi, je lui disais quand j'étais jeune, j'ai pas besoin d'apprendre à me défendre.
J'ai pas d'ennemis, je suis un bon gars. Il m'a dit, ben justement, si tu es une bonne personne, il y en a qui vont venir après toi à cause de ça. Alors, il faut apprendre à te défendre. C'est la réalité du monde des hommes. Tant qu'on ne sera pas intelligent, on va s'entretuer. Mais avec l'intelligence, on peut apprendre à se respecter les uns les autres, mais il faut affirmer son droit. Il faut affirmer son droit à être libre. Alors, il va devenir un boxeur qui va avoir beaucoup de succès. Il va remporter des honneurs. Il va être très populaire auprès de la foule. Les gens vont reconnaître son caractère. Et puis, ça ne sera pas long qu'il va se rendre compte qu'il y a de la corruption dans le monde de la boxe. Parce qu'il y a les Anglais qui contrôlent le monde de la boxe à cette époque-là. Et puis, il y a beaucoup d'exploitation. Il n'arrive pas à faire de l'argent, en d'autres mots. Puis, il paye très cher. Alors, à 22 ans, il dit, j'en ai assez de la boxe. Tout le monde pense qu'il va devenir un grand champion international. Mais lui, il dit, moi, je me fais maganer la tête pour des pinottes. Ça me donne quoi? Qu'est-ce que je vais faire plus tard quand mon cerveau va être magané? C'est un homme intelligent, mon père. Il a dit, non, moi, je ne veux pas de ça, c'est de la corruption, ça ne marche pas. La boxe, c'est un sport qui est noble parce qu'on apprend à se défendre, mais quand c'est pour de l'argent, les gens, le public veut du sang, ça va trop loin. Il était contre ça. Alors, mais il s'est rendu compte d'une chose, par exemple. L'image juste précédemment, c'était Marcel Chaput, un indépendantiste de l'époque, qui, lui, militait pour l'indépendance, puis il savait qu'il fallait ouvrir les yeux aux Québécois à cette possibilité-là, qu'ils arrêtent d'être soumis, puis qu'ils comprennent leur identité, puis qu'ils l'assument par la volonté d'affirmer son droit. Et il a commencé à faire un jeûne pour sensibiliser les gens. Mon père, en tant qu'athlète professionnel, qui était reconnu à l'époque comme un bon boxeur, qui avait beaucoup de fans, il est allé voir Marcel Chaput, lui a donné de l'argent. Puis ça a fait une grosse page dans les journaux, puis mon père s'est rendu compte, je peux faire de la publicité pour le Québec. Parce que lui, il pensait en arrivant à Montréal qu'il allait avoir la paix finalement, parce qu'il allait être entre francophones. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Que les Anglais étaient extrêmement puissants à Montréal, puis qu'il y avait beaucoup de contrôle, puis que les francophones vivaient dans la peur. Alors là, il a embarqué. Son nouveau combat, c'est devenu l'indépendance du Québec. Et il s'est rendu compte que parce qu'il était un athlète professionnel, il pouvait faire de la publicité. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est que cette cause-là soit reconnue par les Québécois, que les Québécois se reconnaissent, qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à affirmer leur identité. Alors, il va commencer à travailler chez Butch Bouchard. Et il est allé voir Butch. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu ici. C'était un bar très populaire. C'est un ancien défenseur du Canadien. Et il est allé voir Butch et il a dit, moi, je pourrais être un portier, un doorman, c'est-à-dire en charge de la sécurité. Ça prend quelqu'un qui est très coriace parce que c'était un des bars les plus populaires à Montréal. Puis il y avait bien de l'action. Puis il y a bien du monde qui venait là, qui étaient des gens qu'il fallait garder le contrôle sur eux autres. Puis Butch, il a dit, mais t'es bien trop petit. C'était pas un gros gars, mon père. Puis mon père, il a regardé Butch dans les yeux, puis il a dit, je suis petit, mais je suis bon. Puis Butch a vu le feu dans son regard, puis il a dit, je pense que j'ai trouvé mon homme. Alors, il va l'engager, puis Reggie va commencer à faire de l'argent, parce qu'il a toujours été pauvre jusque-là. Ça, c'est Butch Bouchard, 1951-1956, défenseur du Canadien. Il engage mon père, et avec l'argent qu'il fait là, il va s'acheter une école de boxe, une école anglican, c'est-à-dire une église anglican, qui va transformer, convertir en école de boxe. Et puis lui, son idée, c'est d'apprendre aux jeunes à se défendre, parce que le principe est simple. Il faut apprendre à se défendre pour avoir cette confiance en soi qui permet qu'on n'est pas agressif. Parce que l'agressivité, contrairement à ce que les gens pensent, ça vient de la passivité. Alors, il va fonder une école de boxe et son idée, lui, c'est d'enseigner aux jeunes. Aux pauvres de la rue, apprendre à se défendre, leur donner confiance. Puis éventuellement, l'école de boxe va aller chercher les honneurs, les Golden Gloves, les gants dorés. Donc, sa technique pour enseigner aux jeunes, ça fonctionne. Il leur donne du courage, il leur donne de l'ambition. Il s'occupe beaucoup des plus jeunes parce que pour lui, c'est important. Il veut leur montrer le conditionnement physique, il veut leur montrer la confiance en soi, la discipline, plein de valeurs, que les gens s'imaginent que la boxe, c'est juste de se taper sa gueule, mais c'est pas ça pantoute. La boxe, c'est un sport qui est très ancien, puis c'est une question d'apprendre à respecter tes limites, puis celles de l'autre,
puis d'être capable de te mesurer d'une manière avec noblesse, parce que l'idée, c'est pas de faire mal à l'autre. L'idée, c'est d'apprendre à te défendre et de montrer tes habiletés. Et dans la boxe amateur, c'est très rare les blessures, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait du sang pour la foule. L'idée, c'est un sport entre athlètes qui veulent se mesurer. Alors, il va remporter avec l'école de boxe beaucoup de succès avec ses boxeurs. Il va remporter le tournoi des Golden Gloves, les gants dorés. Et avec cette publicité-là, il s'est dit, ben, c'est merveilleux. Je suis encore plus populaire qu'avant, que quand j'étais boxeur en tant qu'instructeur. Alors, pendant le final du tournoi des gants dorés, il va arriver avec des banderoles Québec libre. Et il va porter un chandail Québec libre. Ça, c'est en 1962. C'est bien avant qu'il y ait un mouvement souverainiste au Québec populaire. Il y avait un mouvement souverainiste chez les intellectuels. Mais c'était privé, on en parlait en privé. Personne n'avait le courage de parler de ça en public. C'était extrêmement osé ce qu'il faisait là. C'était du jamais vu, sans précédent. Il affirmait quelque chose de sa propre volonté, sans suivre personne, sans aucune influence. Il avait décidé, lui, les Québécois, c'est un peuple, ils méritent d'avoir un pays. Vive le Québec libre. Spontanément, Reggie trouve le courage d'affirmer quelque chose qu'aucun Québécois avait fait avant lui. À partir de ce moment-là, il va être banni du monde de la boxe. Lui et tous ses boxeurs, à tout jamais dans tout le Canada. Les Anglais ne l'ont pas pris, celle-là. Ils ont voulu le faire taire. Une injustice flagrante. Il n'a pas tué personne, là. Il a juste dit Québec libre. La violence commence. C'est très violent, ça. Un homme qui a voué sa carrière d'instructeur à la jeunesse pour leur donner des outils d'émancipation, puis parce qu'il ose exprimer son opinion, banni de la boxe à tout jamais, tous ces boxeurs, la violence commence. Elle ne vient pas de Reggie, la violence. Il ne voulait pas se battre, lui. C'était pas ça, son idée. Il voulait apprendre aux jeunes à se défendre. Puis il voulait défendre les droits de la nation. Alors le voilà, banni de la boxe. Alors il va peinturer sur le mur, en noir, par-dessus, c'était marqué « Boxing School ». Ça devient les chevaliers de l'indépendance. On va se défendre. On est agressé, on va se défendre. C'est une question d'affirmer son droit, ce n'est pas une question d'agresser. Un protecteur, c'était ça l'idée de mon père. Toujours apprendre à se défendre pour avoir la confiance en soi, c'est ça qui donne l'intelligence. Mon père m'a dit ça pendant toute mon enfance. La peur paralyse la conscience, ça nous rend stupides. Et tant qu'on n'a pas les outils pour se protéger contre ceux qui nous agressent, on est stupide. On agit comme des colonisés, comme des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui font ce qu'on leur dit. Et c'est ça qui cause finalement la violence. Qu'est-ce qui fait que les Anglais étaient très violents envers nous autres? C'est parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient l'être. C'est de là que venait la violence. Elle venait de notre passivité, du fait qu'on était des porteurs d'eau et qu'on était facilement exploitables. Et à partir de là, les Anglais sont devenus très ambitieux dans leur entreprise de nous exploiter. Et quand on a voulu se libérer, ils ont voulu garder le contrôle parce que c'était très payant. La violence vient de là. Elle ne vient pas des Anglais. Elle vient du fait qu'on était soumis à eux. Elle vient de la confusion dans notre identité, qu'on n'était pas capable de s'assumer. Alors, à ce moment-là, le combat commence pour la souveraineté du Québec et ça devient sérieux. Ici, on voit l'ALQ qui appuie le FLQ. Ça, c'était au tout début. Aussitôt que le FLQ va sortir avec des bombes, mon père les a complètement bannis de sa réalité. Pour lui, c'était complètement insensé. J'entends beaucoup les gens parler du FLQ aujourd'hui. Très peu de gens parlent des Chevaliers de l'indépendance. Mais les Chevaliers étaient arrivés avant le FLQ. Et quand le FLQ a commencé à être violent, mon père s'est dit, c'est une très grave erreur. Parce qu'on n'est pas un peuple violent. Puis l'idée, ce n'est pas d'agresser quiconque. C'est simplement de protéger nos droits. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on passe des bombes, on lance le message à tout le monde qu'on est des terroristes. On vient de perdre l'ascendant moral. On vient de tomber dans un très dangereux piège. Parce qu'on n'est pas à ce moment-là, on est soumis, oui, mais on n'a pas des revolvers pointés contre nous autres. Il n'y a pas question d'armement à cette époque-là. Nous, on escalade le conflit inutilement, d'une façon déraisonnée. C'est imbécile, le FLQ, ce qu'ils ont fait. Complètement imbécile. Mon père l'a compris tout ça tout de suite. Il a dit, je ne veux rien savoir d'eux autres. C'est des gens qui font un grand tort à notre cause parce que notre cause est juste. On n'a pas besoin de violence pour nous affirmer. On peut s'affirmer
paisiblement, à partir du moment où on peut se protéger, qu'on apprend à se défendre. Donc, les chevaliers, c'est des gens qui sont voués à la protection du peuple québécois. Alors, c'est ça. L'école de boxe, ça devient les quartiers généraux des chevaliers de l'indépendance, puis on continue à s'entraîner, on continue à développer notre capacité de nous défendre, mais c'est maintenant devenu la cause de la souveraineté du Québec qu'on défend, et non plus un titre de champion de boxe. C'est devenu une cause supérieure, une juste et noble cause, comme Reggie dit tout le temps. Alors, cette école-là commence à faire parler d'elle. Hein. Les chevaliers de l'indépendance, à l'époque, ça a fait parler beaucoup, beaucoup de monde. Et Reggie commence à éduquer les jeunes par rapport à la souveraineté du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Québécois seraient beaucoup avantagés s'ils avaient la capacité de se défendre, s'ils avaient la capacité d'affirmer leurs droits, s'ils avaient la capacité de contrôler leur univers par un État indépendant. Et Reggie, ça devient très officiel l'affaire. Ils deviennent engagés, les chevaliers d'indépendance vont décider finalement d'être une organisation officielle et qui va se faire reconnaître. Mais là, c'est le temps de passer à l'action. Alors, le boxeur se fait orateur, il va inviter des gens à parler de la cause de la souveraineté. Et Pierre Bourgault, par exemple, est l'un de ces individus-là qui a fait ses premiers discours en public dans l'arène de boxe de Reggie Chartrand. Cette arène de boxe va devenir l'endroit où beaucoup de gens vont commencer à parler de la souveraineté en public. C'est quand même une école de boxe, c'est privé, mais c'est quand même le public est invité, tout le monde est invité. On peut venir assister à des conférences. C'est des intellectuels qui viennent parler comme Pierre Bourgault, mais ils n'ont pas commencé à parler dans les universités. Ils ont commencé dans l'arène de boxe de Reggie. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi l'arène de boxe de Reggie? Parce qu'il y avait des chevaliers là. Les chevaliers leur garantissaient une certaine protection, puis ça les aidait à passer par-dessus leur peur. Faut pas se leurrer. Ici, les Québécois, aujourd'hui, on a oublié ça. On a oublié qu'au départ, ça faisait peur, cette idée-là. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis. On a oublié les origines du mouvement, parce que l'histoire de Reggie n'a pas été racontée. Puis on va savoir, je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Mais à la base, les gens avaient peur d'exprimer leur opinion, puis c'est les chevaliers qui étaient là pour les protéger, qui leur a donné cette confiance-là qui était nécessaire, cette protection-là qui était nécessaire à l'affirmation de soi, à l'affirmation de ce qu'on pense. Alors les chevaliers vont commencer tranquillement à faire parler d'eux à travers les cercles d'intellectuels. Mais ce n'est pas suffisant. Reggie a compris. Les intellectuels ont des bonnes idées, c'est des penseurs et tout, c'est bon, mais lui il a vu qu'il y avait la preuve que ce qui les empêchait de passer à l'action, c'est parce qu'ils, dans le fond, malgré leur grande intelligence, ça restait des êtres humains et ils avaient peur. Et il s'est dit, on est prisonnier de cette peur-là, même les intellectuels. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir dans la rue. Alors, il a commencé à entraîner ses chevaliers pour trouver le courage avec le drapeau des chevaliers qu'on voit en haut, avec le drapeau noir, avec un fleur de lys rouge, toujours pour représenter l'affirmation de soi dans la nuit, dans le monde dans lequel on est, qui est très peu de lumière. Mais ça vient de l'intérieur. Le rouge, c'est le cœur qui parle, c'est l'affirmation de soi dans la noirceur. Et les chevaliers, tranquillement, pas vite, vont sortir dans la rue pour porter la cause publique. Ça, ce que vous voyez là, c'est le début du mouvement populaire pour la souveraineté du Québec. Ça a commencé comme ça. Parce que sans vote, tu n'as pas de mouvement, tu n'as pas de pouvoir politique. Donc, il fallait que la population soit sensibilisée à la question. Mais, si personne commence à quelque part, on est mort. On reste là au point mort. Et puisqu'il n'y avait personne des penseurs qui avait ce courage-là de faire ça, Reggie, encore une fois, par l'affirmation de la volonté, par l'autodétermination, il a dit, ben moi, je vais le faire. Il est sorti dans la rue, il a inspiré suffisamment de confiance à quelques hommes. Il était très peu nombreux au début. Dire, on va aller montrer au public qui on est et c'est quoi notre cause. Puis on va se faire entendre, on va se faire reconnaître. Ça a commencé comme ça. Et puis les chevaliers avaient une approche très simple. Il n'y avait rien d'intellectuel là-dedans. Là. C'était très simple. Ce n'était pas un débat politique sur l'économie ou sur quoi que ce soit. C'était simplement à la base. Québec aux Québécois.
Je suis séparatiste. Québec libre, Québec en français. Et c'est des affaires très simples que tout le monde pouvait comprendre. Québec, notre seule patrie. Et c'est pas long qu'ils vont prendre confiance. Puis ils vont être plus nombreux. Le nombre commence à augmenter très rapidement parce que les gens ont confiance. Et tout de suite, on se rend compte que les autorités canadiennes les ont remarqués. Et ils reçoivent des menaces de mort. Il y a énormément de tensions, on peut sentir dans l'air, parce qu'on voit des jeunes qui sont de plus en plus nombreux, avec la force de la vitalité. C'est la génération du futur. Et on se dit, mais ça va peut-être aller quelque part, ce mouvement-là. C'est peut-être quelque chose qui vient de naître, qu'on ne pourra plus jamais arrêter. Alors, ils ont dit, on va tuer ce mouvement-là dans l'œuf. Alors, Reggie est devenu l'ennemi numéro 1 des Canadiens. Parce qu'il y avait cette idée-là, puis il osait l'affirmer. Et puis, ça n'a pas été long que les autorités canadiennes ont dit qu'il va falloir se servir de la force. Et Reggie va subir beaucoup de violence. Il va subir la brutalité policière. Et cette brutalité-là, moi, j'en suis témoin. On va le voir plus tard. Il va avoir énormément de pression mise sur lui pour le briser. Parce que les autorités se sont dit, très simplement, ils ont dit, c'est lui qui a parti toute l'affaire. Brisez-le. Brisez cet homme. Et les autres vont s'en aller tranquillement chez eux, puis ça va s'arrêter là. C'était une très grave erreur qu'ils ont faite, parce qu'ils n'avaient pas envisagé qu'il ne réussirait pas à le briser. Ils n'avaient pas envisagé que cet homme-là avait un courage indomptable, qu'il avait cette rage de liberté incommensurable et que jamais on pourrait l'arrêter. Et s'ils avaient compris ça, ils auraient pris une autre technique, une autre méthode. Ils auraient compris, là, cet homme-là, il est dangereux. On doit faire d'autres choses, quelque chose d'un peu plus subtil. On doit organiser quelque chose d'un peu mieux organisé. Là, tout ce qu'ils avaient comme méthode, c'était la violence. Et Reggie se retrouve en prison très souvent. Et les manifestations sont réprimées par la police, et les médias sont là, et la foule est là, et on voit qu'il est maltraité. Et on voit que c'est injuste. On voit d'où vient la violence. Aujourd'hui, si vous entendez parler des chevaliers de l'indépendance, si jamais quelqu'un ose en parler, on vous dirait que c'était des violents. Moi, je vous dis que ce n'était pas ça l'histoire. C'est sûr qu'on peut devenir violent quand on a une nécessité fondamentale de se défendre. Mais la source de la violence, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça ne venait pas de ceux qui affirmaient leurs droits, mais ceux qui voulaient les empêcher d'affirmer leurs droits. Alors, Reggie Chartrand est dans l'eau bouillante. Et les gens s'en rendent compte. Ils se rendent compte que cet homme-là paye très cher ses idées. Et ils s'identifient à lui. Ils se disent, mais pourquoi tant d'acharnement sur cet homme-là? Ça l'a réveillé les Québécois. Ils ont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit être sur une bonne piste pour susciter autant d'agressivité de la part des autorités. Alors, la police devient victime de ses propres méthodes. Parce que c'est eux qui vont faire que de plus en plus les gens vont venir nombreux aux manifestations pour protester contre l'injustice qui est faite contre Reggie. Reggie devient un martyr, c'est ce qu'on appelle un martyr. Quelqu'un qui souffre énormément et que par amour, son peuple va reconnaître son sacrifice et va dire, bon, ben nous autres, on va l'appuyer, on ne peut pas laisser faire ça, c'est dégueulasse. Alors, de plus en plus, les gens viennent nombreux. Alors, Reggie n'obtient pas de justice dans les cours, mais il se rend compte d'une chose, par contre. Parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont alertés, les autorités ont peur. Ils ont peur de le condamner, ils ont peur de faire de lui un exemple, parce que ça va encore plus inciter la colère des gens. Il aurait pu l'assassiner ou le mettre en prison pour des années, mais il était trop tard. Il était trop tard parce que les gens avaient compris que sa cause était juste et que c'était très injuste ce qu'on lui faisait. Et davantage d'injustice aurait causé davantage de manifestations. Alors, il a compris, Reggie, qu'en se faisant arrêter, il fait avancer la cause. Reggie est prêt à n'importe quoi pour faire avancer la cause. Il n'est pas dominé par son ambition personnelle, dans le sens qu'il s'est identifié au peuple québécois.
Son ambition personnelle, c'est la même que celle du peuple. C'est un vrai leader, quelqu'un qui pense au peuple d'abord et avant tout, et le reste vient par la suite. Donc les séparatistes affluent de partout, ils viennent affronter les policiers. Et à ce moment-là, les affrontements dégénèrent. Parce que la foule en colère, des fois, c'est très difficile à contrôler. Quand les gens en ont assez, puis que finalement ils décident de s'affirmer, des fois ils vont trop loin. Vous voyez une police montée, ce pauvre policier-là, il ne mérite pas ça, lui non plus. Mais c'est la conséquence de la répression des policiers qui fait qu'à un moment donné, la foule déborde. On pourra toujours dire que c'est des gens violents qui agissent comme ça. Tous les hommes sont violents quand ils sont poussés au mur. À ce moment-là, on s'en rend compte, les gens en ont vraiment assez et la police va devenir obligée de respecter un peu plus les manifestants. Parce qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, il s'agissait de porter un chandail Québec libre pour se faire arrêter. Les policiers disaient « Circulez, circulez, vous n'avez pas le droit d'être sur la place publique avec ces chandails-là. » Alors les chevaliers disaient « Mais voyons donc, je peux porter ce que je veux, c'est quoi ce pays-là? Je n'ai pas le droit de porter un chandail qui me plaît? Quelle loi m'empêche d'affirmer ce que je veux? On a le droit de la liberté d'expression ici. Mais en 1962, c'était aussi grave que ça, là. On a oublié ça aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. Il suffisait de porter un chandail Québec libre, puis aller se promener à Montréal pour se faire arrêter, pour se faire harceler. Là, un exemple d'un débordement de violence. Il y a ici, à l'extrême droite de l'écran, vous voyez un cinéaste. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Mon père m'en a parlé aussi, mais lui, j'ai aimé ce qu'il m'a expliqué parce qu'il était là avant. Il participe, dans le carré de Mignonne, à un rassemblement du RIN. Rassemblement pour l'indépendance nationale. Un mouvement politique qui vient juste de naître, qui est à ses tout débuts, et ils veulent se rassembler publiquement à la méthode des chevaliers. Les chevaliers ont inspiré les gens, puis ont dit « Hey, c'est une bonne idée, on va le faire nous autres avec ». Le RIN se rassemble et ils veulent promouvoir l'idée de la souveraineté, faire de la publicité, pareil comme les chevaliers, et il arrive des membres de l'équipe de football de l'université Sir George William, une université anglophone évidemment, et ces anglophones-là sont venus se moquer des Québécois, de les insulter, de les narguer, pour prouver leur supériorité. Alors, ils sont là dans le carré de Mignonne à insulter les membres du RIN et personne ne fait rien. La police se présente sur les lieux parce qu'il voit qu'il y a un peu de grabuge, mais la police observe ça puis ne fait rien. Alors, eux autres se sentent encore plus encouragés et ils vont se mettre à être vraiment grossiers, à insulter les Québécois et c'est très humiliant de ne pas être capable de se défendre dans une cause aussi légitime. Alors, lui, il va partir en courant, puis il va aller à l'école de boxe, puis il va aller chercher Reggie, puis il va dire, il faut qu'on fasse quelque chose, on passe pour vraiment des lâches. Il y a quelques Anglais, là, puis on est une grosse foule de Québécois, puis il n'y a personne qui est capable de les faire taire, puis ils nous intimident, alors qu'on essaie d'affirmer un droit. Et on est en grand nombre. Comment c'est possible qu'on puisse être intimidé comme ça? C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. On a de la difficulté à s'affirmer. Dans ces moments-là, des fois, on déborde, hein? On va trop loin. Reggie est allé un peu trop loin. Il est arrivé dans le carré de Mignonne, on le voit là avec le géant, là. Puis il a pris le plus gros de la gang, puis il l'a planté. Fait que, un peu plus tard, on voit la prochaine photo. Le géant, il est à terre dans la neige. L'autre à côté aussi. Ils ont mangé une bonne volée cette fois-là. C'est pas la chose idéale. C'est regrettable, la violence. Mais dans les conditions, on peut comprendre. Si on se remet à l'époque, dans cette situation où on essaie d'affirmer un droit, puis on se fait intimider, Reggie essaie simplement de lancer un message aux Québécois. Défendez-vous, merde. C'est pas toujours à moi de faire la job sale. Il m'expliquait, j'ai parlé de cet événement-là, il dit, ben moi, j'étais dans l'école de boxe à ce moment-là, et puis tout allait bien, puis j'étais confortable. J'avais pas envie d'aller nulle part. Mais lui, il est venu me raconter ce qui se passait. Puis il dit, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas laisser ça passer. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Alors, ce n'était pas son désir d'aller se battre avec les anglophones. C'était son désir de protéger la fierté des Québécois, de ne pas se faire humilier comme ça publiquement.